Bonjour, messieurs et dames. Merci de nous choisir. Merci de rejoindre cette émission Regard sur l'Afrique. Eh bien, il y a à peine quelques jours, les 11 et 12 mai derniers, Nairobi accueillait le sommet Africa Forward, co-organisé par la France et le Kenya. Un sommet présenté comme une rupture pour la première fois en 53 ans d'histoire des sommets Afrique-France. La rencontre se tient non pas en France, ni dans un pays francophone, mais plutôt kenyan, un pays anglophone d'Afrique de l'Est. Eh bien, Emmanuel Macron il voit le symbole d'un partenariat renouvelé d'égal à égal, mais la réalité du terrain a raconté, disons, une toute autre histoire. Alors, entre absence des pays du Sahel, incident viral à l'université de Nairobi et promesse de milliards au contour flou, ce sommet a cristallisé toutes les contradictions des relations franco-africaines. Nous sommes là euh, et nous allons les décrypter ensemble. Et ce sera avec le confrère Anissé. Bonjour et bienvenue dans Un regard sur l'Afrique, cher ami. Merci beaucoup, Prudence. Alors, comme je le disais, les 11 et 12 mai dernier, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, tous membres de l'AES, n'étaient pas présents au sommet. L'Afrique du Sud, qui se veut la première puissance économique du continent, était également absente. Et selon les observateurs, les chefs d'État présents étaient bien moins nombreux que promis. Première question pour lancer cette émission ou cet échange, c'est de savoir est-ce que l'absence du Mali, du Burkina Faso et du Niger est-elle un simple acte diplomatique ou une confirmation de la rupture définitive avec la France? Bon, il faut d'abord dire que le sommet en question est une interrogation, puisque vous savez Mhm. que la France est depuis longtemps très présente en Afrique et que d'ailleurs elle a été taxée d'influencer les politiques. Ça veut dire même il est arrivé que la France influence beaucoup le cours des affaires dans beaucoup de pays africains, surtout ces anciennes colonies en Afrique de l'Ouest, essentiellement. Mais comme vous le Tout disiez à fait. justement, il y a trois pays du Sahel, mais pas seulement. Il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger, qui, après l'avènement au pouvoir des dirigeants actuels, ont décidé de rompre les relations avec la France. Pas des relations diplomatiques proprement dit, mais ils ont prié la France de retirer ses contingents militaires et ils ont décidé de faire en sorte que ils ne reçoivent plus des directives venues de Paris, comme c'était le cas avant. Mais il y a d'autres pays, évidemment, aussi, Ouais. même si c'est pas dans le même, dans les mêmes je vais dire tout simplement qu'il y a des pays qui sont dans la même direction que les pays du Sahel, mais qui le font de façon plus douce. Ouais. Voilà. Alors, ça Tout veut à fait. dire simplement, je vais parler par exemple du Tchad. Vous le savez, vous le voyez, même si les Mhm. relations sont plus cordiales que les trois pays du Sahel, mais les relations avec le Tchad et entre le Tchad et la France ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Vous savez qu'il y a eu d'ailleurs des joutes verbales Mhm. récemment entre le président Déby et le président Macron. Parce que le président du Tchad disait que Ouais. le président français se trompait d'époque. Et donc, il y a les pays africains qui ont décidé
de se tirer du joug de Paris. Et puisque justement la France est en train de perdre pied en Afrique, de perdre son influence, elle a décidé de changer de fusil d'épaule et de voir comment rester influente en Afrique, pas avec les mêmes partenaires, mais en nouant d'autres partenariats. Et c'est pas anodin de voir que le président Emmanuel Macron a décidé de se tourner vers les pays anglophones. Le Kenya est une ancienne colonie Mm. britannique. Il n'y a pas de locuteur de la langue française au Kenya. Vous savez que la France, normalement, s'appuie sur la Ouais, francophonie. Mais si donc tout à fait. la France a décidé de nouer un nouveau partenariat avec d'autres pays, donc avec le Kenya, c'est qu'elle voyait que ces anciennes colonies lui tournaient le dos. Pas tous. Il y a Ouais, d'autres pays qui restent évidemment des fidèles de Paris, ça. mais il voyait que les trois pays du Sahel, le Tchad dont je parlais tout à l'heure, il y a également le Sénégal avec le pouvoir actuel qui ne se laissait pas influencer facilement. Donc, il fallait nouer d'autres partenariats. C'est dans ce sens qu'il faut placer l'organisation de ce sommet, co-organisé, comme vous le disiez, par la France et le Kenya. Et on a vu justement qu'il n'y a pas eu autant de participants que les deux organisateurs avaient espéré. Si vous n'avez pas Oui, l'Afrique du Sud, bien sûr, il manque un élément important. Il y a eu, bien entendu, la participation de beaucoup de chefs d'État africains, mais l'absence de ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest, et c'est la question que vous posiez, veut dire tout simplement que ces pays-là ne se sentaient pas concernés. Les trois pays du Sahel, du moins, ne se sentaient pas mm, concernés et les organisateurs savaient bien que ni le Mali, ni le Burkina Faso, ni le Niger n'enverraient des représentants à cette organisation, à ce sommet-là. Ça veut dire tout simplement que Paris est en train de chercher d'autres alliances, puisque celles que la France avait en Afrique sont en train de lui tourner le dos. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le sommet en question. C'est Paris qui est en train de s'offrir d'autres chemins pour pouvoir rester influente en Afrique, puisqu'évidemment, des alliances, évidemment, on sait qu'en diplomatie, les alliances se font et se défont, mais il y a tout simplement je cette défends, oui. façon de faire de Paris de vouloir trouver d'autres partenariats afin de pouvoir rester influente sur le continent africain. Alors justement, à l'absence de ces pays du Sahel, est-ce que ce sommet a-t-il encore une légitimité continentale? Peut-on encore parler de continent ou bien juste parler de certains pays, disons des pays amis de la France entre griffons? Euh, voilà quoi, parce que sans ces deux pays, nous l'évoquons tout à l'heure, l'Afrique du Sud, peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais quand, pour le moment, on est avec les pays du Sahel. En l'absence de ces pays, est-ce que enfin, ce sommet a encore une légitimité continentale, à proprement parler? Bon, ce sommet marque la fin d'une époque. La fin d'une époque, justement, l'absence de certains pays à ce sommet-là montre que les choses sont en train d'évoluer. Déjà, il faut souligner les choses. L'Afrique est très courtisée par des grandes puissances de son monde. Bien entendu, on le sait, on sait pourquoi, c'est qu'il y a beaucoup euh, de minerais en Afrique. Essentiellement, c'est pour cela, justement, elle est courtisée pour que les pays puissent se servir dans le sous-sol africain. Et on sait que pour cela, justement, on voit des sommets. D'ailleurs,
qui frise le ridicule. On dit sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Turc-Afrique ou sommet Japon-Afrique. Alors qu'on ne voit jamais, par exemple, sommet Côte d'Ivoire, Europe ou sommet Mali, États-Unis, enfin, Amérique du Nord. Donc, ça veut dire tout simplement que l'Afrique du Oui, Sud, pardon, l'Afrique est un oui, continent que tout le monde courtise, mais évidemment avec très peu de considération parce que je considère cela pour moi. C'est une opinion personnelle comme un manque de respect. Et les chefs d'État africains avaient l'habitude justement de se rendre à ce sommet-là avec tout de suite, sans même se poser des questions. Ce qui, évidemment, est très critiqué dans les milieux panafricains et ça se comprend. Mais justement, quand on voit maintenant ce qui s'est passé à Nairobi, qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas été présents, on voit que certains commencent à comprendre que cela était manque de respect, même si c'était organisé en Afrique plutôt qu'à Paris, même si c'était organisé dans un pays anglophone, et peut-être que ceci explique cela. C'était organisé dans un pays anglophone plutôt que dans les pays francophones, mais on voit que les pays africains commencent à se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on répondrait à l'appel d'une puissance? Maintenant, c'est la France, mais demain, peut-être que ce sera la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Pourquoi on doit toujours répondre à l'appel, à une certaine convocation d'un pays, d'une puissance occidentale pour aller à cette sorte de messe simplement parce qu'il y a une volonté venue d'une autre puissance. Et donc, cela explique que beaucoup de pays n'ont pas répondu à cette invitation, même si, disons-le, ce qui se disait à ce sommet était positif, hein, on ne critique pas cela. On dit tout simplement que le fait même qu'un pays occidental convoque tout un continent, c'est un manque de respect. un manque de respect, bien évidemment. Et comme vous l'avez souligné, et nous le disons tantôt, l'Afrique du Sud ne faisait pas partie voilà, de ces pays ayant participé à ce sommet. Euh, Afrique du Sud, on parle d'économie, mais pourtant, le pays n'est pas invité ou bien ne s'est pas présenté dans ce sommet censé représenter l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette absence-là de l'Afrique du Sud? Comme je l'avais évoqué avec le cas des pays de la l'AES, revenons maintenant sur l'Afrique du Sud, qui, doit-on le dire, n'a pas de souci hein, avec la France, et pourtant, il n'était pas à ce sommet. Et disons-le, ça, l'Afrique du Sud fait partie des premières puissances économiques de ce pays. Sinon, voilà, l'une des puissances, pour ne pas dire la première puissance économique de l'Afrique. Oui, il Comment faut interpréter cette comprendre cela absence? justement dans ce sens que l'Afrique du Sud est un partenaire de bonnes relations avec la France, on le sait, mais en même temps, l'Afrique du Sud est un membre Oui, important de ce qui est appelé les BRICS, cette plateforme qui a été créée pour oui, peser contre le monde occidental. Ça veut dire les BRICS, oui. c'est le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. C'est ça les BRICS maintenant qui ont accueilli d'ailleurs de nouveaux membres. Alors, si la France a décidé d'organiser ce sommet à Nairobi, c'était dans le cadre justement des intérêts d'abord de la France, mais également dans le cadre des intérêts du monde occidental. Et l'Afrique du Sud, même si elle a été invitée
à participer à ce sommet, les dirigeants ont dû se poser des questions. Nous allons participer à un sommet qui milite pour les intérêts occidentaux, alors que nous, on est membre plutôt de cette autre plateforme euh, qui veut concurrencer le monde occidental. Moi, c'est dans ce sens que je le comprends. Mm. Les dirigeants sud-africains ont Oui. dû se dire, si nous allons en Nairobi à ce sommet-là, co-organisé par la France et le Kenya, nos autres partenaires, la Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil, vont, ne vont pas bien le recevoir. Ça veut dire nous serons en train de, 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 de- de trahir notre partenariat important qui est le partenariat entre justement les pays membres des BRICS. Je crois que c'est une des raisons. Peut-être que ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui ont fait que l'Afrique du Sud ne soit pas représentée au sommet de Nairobi. D'accord, voilà qui est clair. Alors, au cours de ce sommet également, lors de ce sommet, Emmanuel Macron s'est déclaré lui-même panafricaniste, hein. Alors, est-ce que un président français peut-il se revendiquer panafricaniste sans que cela ne soit perçu comme une forme de néocolonialisme, hein, rhétorique, il faut le dire ainsi. Oui, je crois peut-être que j'ai vu, il a été critiqué surtout par les Africains, bien sûr, par les gens qui se considèrent comme panafricanistes. Mais ce qu'il a voulu dire, je crois, je vais essayer d'interpréter à ma façon, mais ce qu'il a voulu dire, c'est que ce sommet-là, Mm. on peut le comprendre, ce sommet-là n'était pas organisé contre les intérêts des Africains, mais c'était plutôt pour pouvoir être complémentaire. Il dit, nous voulons que l'Afrique réussisse, parce que si l'Afrique réussit, ça nous permet également, nous, Européens, d'avoir des projets qui vont dans le sens de la réussite des Africains. Donc, ça veut dire que si vous, Africains, vous réussissez, nous aussi, nous en tirons profit, nous, en tant qu'Européens. Et donc, nous vous aidons à réussir afin que nous aussi, nous puissions réussir. C'est ce qu'il a dit en gros. Et donc, pour cela, Ouais. nous sommes de véritables panafricanistes. Évidemment, cela a été considéré comme quelque chose de cynique, puisque justement, quand on sait le passé de la France sur le continent africain, on ne peut pas dire que la France peut réellement vouloir les intérêts des Africains. On sait ce qui s'est passé dans les colonies françaises, mais surtout après, parce que la France a renversé beaucoup de dirigeants africains. Il y a eu un certain Bob Denard qui se permettait de faire des coups d'État sur le continent africain, sur le compte de l'Élysée. Ça, on le sait, c'est pas très loin dans l'histoire. Et on sait maintenant que la Mm. France, justement, s'est servie dans les caisses de beaucoup de pays africains. Et puis maintenant, on voit avec l'actualité le franc CFA qui est une monnaie plutôt qui sert des intérêts de la France plutôt que des intérêts des pays africains. Tout cela, justement, ne milite pas en faveur des propos d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que si il dit qu'il est panafricaniste, lui, président français, alors qu'on sait le passé de la France sur le continent, c'est pour cela qu'il a été fortement critiqué. Mais pour lui, justement, en disant cela, en disant ce qu'il a dit, il voulait que les gens comprennent qu'il y a eu une évolution, qu'on n'était plus dans l'époque de la France-Afrique, que tout simplement, il fallait évoluer et que le continent africain et le continent européen travaillent ensemble pour la réussite, pour un partenariat gagnant-gagnant. Je crois que c'est ce qu'il a voulu dire.
Oui. Alors, le choix même d'organiser ce sommet dans un pays anglophone, est-il vraiment une rupture, hein, avec comment dire, la France-Afrique ou c'est juste une stratégie de contournement des opinions francophones hostiles? C'est bien cela. C'est bien cela, bien entendu, parce que la France a des relations très amicales avec le président du Kenya, William Ruto. Euh, et ce sont des intérêts économiques. Ce sont des intérêts économiques. Vous savez, la France était très présente en Afrique de l'Est et de l'Ouest, et surtout en Afrique centrale. Du temps du président Mobutu au Zaïre, il y avait évidemment le Gabon, le Congo-Brazzaville, et c'est toujours le cas. Mais il y a eu d'autres concurrents, surtout les anglo-saxons, qui ont essayé de placer je dis, les dirigeants qui leur étaient qu'ils ont choisi eux-mêmes en Afrique, surtout en Ouganda et au Rwanda. Ce sont des gens qui sont pour les anglo-saxons plutôt que pour la France. Et la France a été évincée, la Belgique a été évincée, qui était également très présente. Maintenant, pour essayer encore une fois d'avoir pied dans cette région-là, il faut trouver d'autres moyens. Et d'autres moyens, c'est d'essayer de dire, on ne peut pas avoir des relations, surtout en se basant sur la langue, en voyant tout simplement les pays qui parlent la langue française, il faut aussi trouver d'autres partenaires. Et il n'y a pas que le Kenya, il y a également l'Éthiopie. Vous savez que quand il est parti de Nairobi, il s'est rendu en Éthiopie. C'est un pays également que la France courtise beaucoup. Et avant d'aller au Kenya, il était en Égypte. L'Égypte non plus, qui n'est pas un pays francophone, mais que la France également courtise, surtout pour sa position géostratégique. Alors, ce sont ces partenariats-là que la France entend privilégier pour pouvoir, encore une fois, rester présente en Afrique. Non pas en abandonnant les pays francophones, mais en essayant également de trouver d'autres partenariats. Évidemment, il y a des pays francophones dont on parlait tout à l'heure qui ont tourné le dos à leur ancienne métropole, à leur ancienne puissance coloniale, mais ils essaient de trouver d'autres partenaires pour rester présente en Afrique. Et ce n'est pas seulement la France qui fait cela. Vous savez, il y a la Russie qui fait beaucoup pour essayer de mettre, d'être très présente également en Afrique. Il y a la Chine, vous le savez. Donc, c'est un continent qui est très courtisé. Il y a beaucoup de concurrence et la France également ne veut pas être jetée dehors. Eh bien, continent très courtisé et économiquement parlant, l'annonce phare du sommet, ce sont les 23 milliards d'euros d'investissement, dont 14 milliards d'origine française. Alors, ces 23 milliards d'euros sont-ils un vrai levier de développement ou juste un chiffre de communication destiné à masquer le déclin de l'influence économique française en Afrique? Euh, il faudrait pour cela avoir le détail des projets visés. Parce que normalement, on Mm. donne des chiffres comme cela, mais des fois, on voit qu'il y a des prêts, il y a, et surtout que ce sont des sommes qui englobent à la fois des aides publiques et des investissements privés. Donc, on ne peut pas savoir tout le détail. Mais bien entendu, s'il y a des investissements privés, c'est bien. Parce que Macron n'était pas seul à Nairobi, il était avec des chefs d'entreprise.
Oui. françaises, des entreprises françaises. Mhm. Et bien évidemment, si ces investissements-là, des fonds privés, c'est pas des aides. L'Afrique ne demande pas l'aumône maintenant. Elle a besoin des investissements. Et il y a beaucoup Oui. d'entreprises françaises qui sont en Afrique, même l'Afrique anglophone, justement, même avant le sommet de Nairobi. Vous savez, par exemple, Total Energy a des accords avec l'Ouganda pour ce qui est de l'exploration du pétrole. Et Total Energy est également présent en Tanzanie, au Kenya aussi. Et donc, il y a d'autres chefs d'entreprise qui aimeraient bien avoir des contrats avec ces pays. Donc, quand on parle de ces 27 milliards des accords qui ont été signés, ce ne sont pas des aides publiques, c'est des investissements. Et si c'est des investissements privés, évidemment, euh, on ne va pas s'en plaindre, puisque quand on investit, les investisseurs, évidemment, ont besoin des intérêts, bien entendu, mais également les pays d'accueil aussi en tirent profit, surtout grâce aux emplois créés, mais aussi par des impôts. Mais ce qu'il faut dire, Oui. c'est qu'il y a aussi des fois où les pays occidentaux disent qu'ils veulent donner des aides publiques, des aides au développement, comme on dit, mais on voit finalement que ces aides profitent plutôt au pays qui a offert plutôt qu'au pays qui a réussi. Vous savez, il y a des fois où on dit, on va vous aider à construire une route, c'est un exemple que je donne, mais le chef des projets, les responsables du projet en question seront nos hommes. Ça veut dire on va vous envoyer des gens qui vont être payés de ces aides octroyées et puis on voit finalement que les fonds investis reviennent plutôt à ceux qui les ont envoyés. C'est pour cela que les Africains Oui. se plaignent et préfèrent plutôt des investissements privés plutôt que des aides publiques. Alors, parlant des Africains qui se plaignent et tout ce qui va avec, nous allons évoquer la société civile africaine, bien sûr, qui s'est sentie mise à l'écart du sommet. Eh bien, les décisions économiques peuvent-elles être légitimes si, si elles sont prises sans les populations véritablement concernées? Parlons de cette population-là qui se sont, voilà, lésées par rapport aux aides et tout ce qui va avec. Est-ce qu'on peut prendre une décision, surtout économique, sans pour autant consulter la population concernée? Euh, je pense que le problème n'est pas là. Mm. Le problème n'est pas que les décideurs doivent chaque fois consulter le public. Ce serait très compliqué si on doit prendre une décision Et il y a chaque fois on doit. les organisations de la société civile qui existent dans ces pays. Au moins, prendre les responsables de ces associations-là, voir concrètement le besoin réel de la population, je veux dire. Là, on était dans le cadre des relations publiques, des relations diplomatiques entre pays. Et normalement, quand on a Ouais. reçu un mandat, que ce soit en France et que ce soit en Afrique, disons le président William Ruto qui est maintenant à la tête du Kenya, c'est lui qui a organisé avec la France ce sommet-là. C'était un sommet économique des investisseurs. Et pour cela, justement, euh, ce serait bien que la société civile soit consultée, même je pense que si chaque fois on devait faire cela, les décideurs ne feraient pas grand-chose. Parce que Mm. euh, rien ne nécessitait la consultation de la société civile. C'était tout simplement le fait de pouvoir signer des accords. Et ça arrive souvent d'ailleurs. Il y a beaucoup de sommets qui sont organisés. Mais si euh,
ceux qui font cela justement sont des gens qui représentent réellement le peuple, qui ont été élus de façon démocratique, qui ont un véritable mandat du peuple. On n'a pas besoin chaque fois d'aller consulter les organisations de la société civile. Il faut que les gens qui sont en exercice de leur mandat politique puissent prendre des décisions qui engagent le pays, à condition bien sûr que ce qu'ils font soit dans l'intérêt du peuple, du public, des nationaux. Bien entendu, s'il y a des malversations dans ce sens-là, ils pourront être poursuivis après, mais je pense qu'on n'a pas besoin chaque fois d'aller consulter les organisations de la société civile dans ce genre de prise de décision. D'accord, d'accord. Alors bien, aujourd'hui, la Chine, c'est plus de 225 milliards de dollars d'exportation vers l'Afrique en 2025, bien sûr. Alors, est-ce que la France, selon vous, bien évidemment, est-ce que la France peut-elle réellement devenir, comment dire, un partenaire économique de premier plan en Afrique? Au vu des investissements et des efforts que la France fait aujourd'hui, surtout avec ce sommet, est-ce que pensez-vous que l'Afrique peut devenir, redevenir, voilà, un partenaire économique de premier plan en Afrique? La France est déjà Face à la Chine, bien sûr. un partenaire économique important en Afrique. Ce qu'elle essaie de faire maintenant, c'est de ne pas être évincé, puisqu'il y a des efforts de l'évincer, de la jeter dehors. Et le président Macron, ce qu'il essaie de faire, c'est de maintenir sa présence, la présence de la France en Afrique, de nouer d'autres partenariats avec des pays africains, et même si il y a des pays qui lui tournent le dos, mais au moins qu'il y ait d'autres partenariats. Mais même si c'était un partenaire important avec l'Afrique depuis longtemps, il ne peut pas rivaliser avec la Chine. La Chine est de loin le premier partenaire important de l'Afrique qui est concurrencé aussi, bien entendu, aussi par les États-Unis. Mais les pays européens viennent de loin derrière. Viennent derrière, mais la Chine maintenant a pris une avance très importante. Les États-Unis essaient de suivre avec surtout le corridor de l'Obito, mais la France est un partenaire important, mais pas au niveau de la Chine et des États-Unis. Voilà. Eh bien, au cours de ce sommet, des dizaines d'organisations panafricaines et françaises s'étaient réunies, n'est-ce pas, à la veille du sommet, dans un pavillon parallèle organisé avec, voilà, organisé, je veux dire, par le philosophe Achille Mbembe. Euh, leur sentiment être convoqué pour donner une apparence participative à une rencontre essentiellement intergouvernementale. Bon, ce que je veux dire par là, sinon la question que l'on se pose à ce niveau, est-ce que, enfin, pourquoi l'Afrique n'organise-t-elle pas elle-même ce type de sommet? Parce que vous l'avez évoqué dans votre intervention tout à l'heure, que nous connaissons plein de sommets, sommets Afrique-Russie ou bien Russie-Afrique, sommets Afrique-Chine et tout ça là. Mais pourquoi l'Afrique n'organiserait-elle pas elle-même ce type de sommet selon ses propres priorités, plutôt que d'être, comment dire, d'être toujours sur le terrain d'une diplomatie des sommets pilotés depuis l'extérieur. Toujours les autres qui organisent pour nous. Pourquoi nous-mêmes, selon nos réalités, ne pas organiser de tels sommets? La question mérite d'être posée, bien évidemment. Sur le plan philosophique, c'est quelque chose de très dommageable, puisque toujours l'image de l'Afrique a été, comme cela, écornée par le traitement que le continent subit d'autres pays, d'autres puissances étrangères. Je dis tout simplement, même ce qu'on est en train de dire, qu'elle est courtisée, qu'il y a beaucoup de puissances qui
essayent de lutter entre elles pour trouver une place sur le continent africain. On se demande pourquoi, par exemple, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria ne seraient pas parmi, par exemple, les pays qui iraient aussi courtiser le continent asiatique qui est très riche également. Voilà. L'Asie est un continent très riche, il y a un sous-sol très important. Pourquoi est-ce Mm. qu'il n'y a pas un pays africain qui s'alignerait pour aller essayer d'exploiter les richesses minières, par exemple, de l'Indonésie ou d'un autre pays asiatique? Pourquoi toutes les puissances convergent vers l'Afrique, justement? C'est un problème qu'il faut s'opposer. Et quand on parle de ces sommets-là, sommet Turquie-Afrique, sommet Japon-Afrique, sommet Russie-Afrique qui est convoqué à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, sommet France-Afrique normalement qui est organisé à Paris. Pourquoi tout cela justement? Au moins qu'il y ait un pays africain, l'Afrique du Sud qui est une puissance importante, ou l'Égypte, ou le Maroc, disons, ces pays-là organiseraient au moins un sommet interafricain. Ce serait très intéressant de voir. Mais les chefs d'État africains, justement, sont convoqués ailleurs dans le cadre des pseudo-sommets Russie-Afrique, Turquie-Afrique. Et c'est un peu quand même quelque chose qui frise le mépris. C'est un manque de considération. On vous montre justement qu'on est votre ami, mais en voulant tout simplement, ce sont des puissances qui lorgnent sur les richesses minières du continent et les Africains se laissent faire. Et donc, ceux qui Malheureusement. critiquent justement cet état de faire ont pleinement raison. Ils ont pleinement raison et je pense que ces pays dont on parlait tout à l'heure, les puissances, les pays des États du Sahel, ont tout compris. On ne peut pas être souverain quand chaque fois il y a des sommets comme cela qui sont organisés, alors qu'on sait que l'intention première des organisateurs étrangers est de pouvoir mettre la main sur vos richesses. C'est ça qui est dommage. Voilà. Alors, chers confrères, disons que nous sommes presque à l'arrivée, pour ne pas dire la fin de cet échange. Est-ce que pensez-vous qu'on a tout dit concernant ce sommet Africa Forward? Sinon, quel serait votre mot de la fin pour ce sujet-là que nous avons évoqué aujourd'hui? Je dis que on est dans une nouvelle ère, puisque la France a compris qu'avec sa francophonie, elle n'irait pas très loin. Et elle commence à nouer des partenariats avec des pays anglophones. Ce qui veut dire que la césure qui était entre les pays francophones et les pays anglophones commence à disparaître. Et d'ailleurs, on verra que les deux importantes organisations linguistiques, qui est la francophonie et le Commonwealth, maintenant peut-être il n'y aura plus beaucoup de différences, puisque les intérêts maintenant dépassent largement le cadre linguistique. Tout le monde a compris que ce qui prime, ce sont des intérêts économiques. Et ce qu'on n'a pas dit, bien sûr, c'est que cela également est basé sur les relations des pays africains eux-mêmes. Vous savez, maintenant, il y a des conflits entre pays africains. Et ces puissances étrangères, comme la France, qui viennent en Afrique, sont au courant, bien sûr. Ils ont des renseignements nécessaires. Et ils se servent de ces renseignements-là, de ces relations tendues entre certains pays africains,
pour nouer des partenariats. Aujourd'hui, si vous voyez par exemple ce qui se passe entre l'Éthiopie et le Soudan qui est en guerre, mais qui accuse l'Éthiopie de soutenir la rébellion, ceux qui viennent investir voudront par exemple être soit du côté de l'Éthiopie, soit du côté du Soudan en fonction des intérêts. Quand vous voyez ce qui se passe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est pareil. Les investisseurs essaieront de voir où sont le gros des intérêts à défendre. Et donc, ce sommet-là également tient en compte tous ces paramètres et les investisseurs essaient de s'aligner pour voir où seraient mes intérêts plutôt que là. Et donc, en organisant ce sommet-là, la France n'a pas tout dit. La France n'a pas tout dit. Il y a le Kenya, évidemment, qui était co-organisateur. Mais est-ce qu'il n'y a pas de pays africains concurrents du Kenya dans cette affaire? On ne l'a pas dit, bien sûr, on ne pouvait pas le dire sur le plan diplomatique, ça ne se fait pas. Mais cela participe évidemment au fait que, même si on sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de participation, les gens qui se sont abstenus d'envoyer des représentants à ce sommet, c'était peut-être également en fonction des relations entre les pays présents et les pays non représentés. Ça peut arriver également. Mais également, mais même si ça va plutôt bien sur le plan diplomatique, mais il y a aussi des concurrences économiques. Il y a, il y a eu dernièrement la visite du président kenyan William Ruto en Tanzanie qui visait à essayer de résoudre les conflits entre les deux pays, des conflits non pas diplomatiques, mais plutôt des conflits économiques, puisque les deux pays s'accusaient de mettre les bâtons chacun dans les roues de l'autre sur le plan diplomatique, le commerce qui ne fonctionnait pas très bien. Et vous comprenez que la Tanzanie, par exemple, justement, qui est concurrente du Kenya dans les affaires économiques, n'a pas très bien accueilli le fait que le Kenya organise ce sommet avec la France. Donc, ça veut dire que la réussite de ce sommet, on verra si les résolutions qui ont été adoptées seront mises en application. Mais il y a des pays peut-être qui voudront également faire échouer ce qui a été décidé. Et surtout que tout, tout ce qui a été décidé n'a pas été mis au grand jour. On verra dans les jours à venir si l'applicabilité sera de mise. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que l'organisation de tels sommets n'est pas une mauvaise chose, mais encore faut-il que les participants puissent jouer, euh, jouer franchement le jeu, mettre toutes les cartes sur la table et essayer d'écarter des rivalités des uns et des autres. Ce que je veux dire avant de conclure, c'est que même si ce sommet était organisé par les Africains eux-mêmes, ce qu'il faut faire en Afrique, c'est d'abord d'être solidaire, de résoudre les conflits entre les Africains, des conflits qui opposent les pays africains eux-mêmes. Et cela devrait se passer au niveau de l'Union africaine, normalement. Cela devrait se passer au niveau de l'Union africaine. Et si les conflits en Afrique sont résolus, le reste viendra de soi-même. Vous voyez, par exemple, en Europe, l'Europe s'est développée largement lorsque il y a eu la création de l'Union africaine, de l'Union européenne, qu'il n'y a plus de conflit entre les pays européens, même si maintenant ça arrive avec la guerre en Ukraine. Mais
quand ils ont décidé de travailler ensemble, vous savez, l'Allemagne et la France ont vécu pendant longtemps à couteau tiré, mais quand ils ont décidé de travailler ensemble, les choses se sont très bien passées. En Afrique, pareil, il faudrait que les Africains fassent des efforts pour résoudre les conflits. Et si les conflits sont résolus, je sais que le développement économique suivra sans tarder. Et tous ces conflits, normalement, il y a des étrangers, des puissances étrangères qui sont derrière pour justement nous empêcher d'avancer. C'est pour cela que l'Union africaine, qui est là, devrait mettre le paquet dans la résolution des conflits. Le développement économique et les investissements, ça peut même se faire au niveau africain. Il y a quand même des fonds. Mais si il y a des guerres ici et là, ça ne marchera jamais, quelle que soit l'organisation des sommets. Merci beaucoup, cher confrère, pour ces mots qui fait office de conclusion de cet échange. Merci à vous également, messieurs et dames, de nous avoir suivis, hein, d'avoir suivi Regard sur l'Afrique via notre plateforme l'Élan africain. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux de jour en jour à nous suivre et de nous faire les retours. N'hésitez toujours pas à continuer de nous faire des retours et de toujours partager les émissions que nous vous apportons les sujets. Si même vous avez des sujets à nous proposer, pourquoi pas, ça nous fera également plaisir. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine. Passez un excellent week-end. Allez, merci beaucoup, chers confrères. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci.